Hello et bienvenue dans Histoire d'auto, je m'appelle Vincent Desmond et dans ce podcast je vais à la rencontre de gens qui ont consacré leur vie aux bagnoles. Ils ou elles sont journalistes, photographes, illustrateurs, blogueurs ou encore youtubeurs. Ils ont un point commun, de l'essence coule dans leurs veines. Épisode après épisode, ils nous raconteront leur parcours, leurs goûts, leurs aventures motorisées, en un mot, leurs histoires d'auto. Aujourd'hui, je reçois une grande dame de la presse automobile française. Mon invité est en effet l'un des piliers de la rédaction d'AutoPlus où elle est entrée en 1989 pour ne plus jamais la quitter. Vous avez forcément vu sa frimousse dans les pages de l'hebdomadaire ou sur YouTube où elle vous détaille par le menu les toutes dernières nouveautés des constructeurs. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'elle est aussi une grande passionnée de sport automobile en général et de Formule 1 en particulier. Nous allons évoquer tout ça avec mon invité Agnès Lasbarère d'AutoPlus. Salut Agnès. Bonjour Vincent. Comment ça va ? Bah écoute, ça va, un peu stressée. Ouais, c'est ce que tu me disais tout à l'heure, pourtant ça fait quand même quelques années qu'on se connaît. Oui. Quelques années qu'on bosse ensemble. Et quand je te dis qu'on se fait une petite interview, enfin, j'aime même pas appeler ça une interview, c'est pas une interview, c'est une discussion. Il se trouve qu'elle est enregistrée et qu'il y a peut-être 2-3 personnes qui écoutent, mais c'est tout, quoi. T'es là, mais t'es pas la première qui me dit ça, donc bon. Mais voilà, sois à l'aise, je sais que les gens qui ont fait play là, sur cet épisode-là, c'est que tu les intéresses, donc déjà, tu pars pas de zéro. Bah, j'espère que je vais pas les décevoir, surtout. Mais il y a aucune raison. Et alors c'est marrant parce que j'ai interviewé il y a quelques épisodes de ça Eric Batt, et toi et lui vous avez un point commun, enfin plus qu'un, mais surtout oui. un point de départ je dirais, ouais, c'est Pau. C'est Pau, absolument, oui, puisque comme lui, je suis originaire de Pau, hein, il y a un nid. Ouais, il y a un gang des Palois à Paris et dans le milieu automobile aussi d'ailleurs. Ouais. Mais c'est vrai que ça a conditionné, je pense, la totalité de ma vie, le fait que je sois de Pau. Ouais. Bah oui, parce que cette ville, c'est la seule ville en France où il y a un circuit en ville, dans les rues de la ville. Et la première fois que j'y suis allée, je pense que je devais avoir 9-10 ans. Mmh. Donc j'étais quand même jeune et en fait j'avais embêté mon frère, parce que moi j'ai un frère aîné qui a 9 ans de plus que moi, qui était passionné de sport automobile, qui est passionné de sport automobile, et je l'avais embêté pour qu'il m'amène au circuit parce qu'il y avait François Sever. Ah. Alors là on va se dire mais elle a 200 ans Agnès, bon pas tout à fait, hein. Je l'ai dit, j'étais petite quand même. Mais c'est vrai que c'était en 1973 et c'était quelques mois avant son accident, qu'il ait son accident aux États-Unis. Et à l'époque, souvent les pilotes de Formule 1 venaient courir en Formule 2. Et donc cette année-là, il était là et donc j'avais pu aller le voir et j'étais super contente d'avoir pu faire ça. Et puis après, ça a un peu déclenché tout. Hein. Ton frère était passionné d'automobile et de sport automobile. Il a un petit peu pratiqué aussi. Ouais, alors il était passionné, lui, de sport automobile, effectivement. Ça a déteint vraiment sur moi. Moi, je me souviens, quand il achetait Auto Hebdo, moi, j'ai essayé de lire Auto Hebdo et de comprendre ce qu'il se disait. Je me souviens même d'avoir décortiqué un article sur les wing-cars, tu vois, ça redevient à la mode maintenant, les voitures à effet de sol. Et j'ai essayé de comprendre, j'étais jeune, mais j'ai essayé de comprendre ce qu'il y avait écrit pour pouvoir après un peu faire la maligne. Tu vois déjà le genre. Mais mon frère, oui, il a commencé à faire... de la Coupe R5 à l'époque, ça s'appelait. Ouais. Avant, c'était la Coupe Gordini, voilà. Et ensuite, c'est devenu la Coupe R5. Et donc, la première saison où il a couru, moi, j'y suis pas allée parce que j'étais au lycée, etc. Et puis, parce qu'en fait, c'était des courses partout en France, de Pau à Nogaro, en passant par Albi, Cran-Ternois, Rouen, etc. Nous, quand on est à Pau, c'est un peu compliqué d'aller à Cran-Ternois et Rouen, mais bon, on y allait quand même. Et en fait, la deuxième saison où il a couru, là, j'ai décidé de l'accompagner. Bon, j'étais encore un peu jeune, mais bon, donc j'ai un peu séché les cours, je dois le dire. Il y a prescription. Voilà, oui. Mais c'est vrai qu'on partait ensemble sur les circuits et en voiture. On avait une vieille DS break et il tractait sa R5 sur une remorque et on partait comme ça, en général le jeudi, on se tapait des heures et des heures de route pour arriver sur les circuits et c'est grâce à ça que j'ai vraiment connu ce milieu, puisque sur les circuits où nous allions, il y avait aussi la Formule Renault et aussi la F3 et du coup, on rencontrait plein de gens. J'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de pilotes et beaucoup de journalistes aussi et ça aussi, ça a un peu orienté ma carrière. Mais alors, qu'est-ce que j'essaie de comprendre, qu'est-ce qui te
Qu'est-ce qui t'a motivé à te passionner pour ça? C'était l'exemple du grand frère que tu idéalisais? Oui, C'était... alors ça, je pense que beaucoup. Je pense que j'aime beaucoup mon frère et du coup, je voulais un peu faire comme lui, ça Ouais. certainement. Mais très vite, oui, enfin, moi, j'ai ce souvenir aussi d'aller dans les stations Elf, puisque mon papa travaillait chez Elf, parce que Pau, Ouais. c'était aussi important pour Elf. Quand on allait à les stations, d'avoir les photos, il faisait des photos, je crois que c'était Manu Zurini à l'époque qui devait faire ces photos-là Mhm. pour Elf, et on avait des portraits de François Sever, et moi, c'était le gros truc, quoi. Je voulais absolument avoir ces images, ces photos et tout ça. Mais vraiment, j'ai adoré ça. Et quand je suis allée sur les circuits, ça a été vraiment une révélation. Et j'ai ressenti quelque chose que je ressens encore aujourd'hui. Ça n'a jamais faibli. C'est une vibration. Ouais. C'est-à-dire que j'ai l'impression que je suis chez moi, que je suis dans un domaine où je revis. Je déteste le bruit. Et le seul bruit, son, musique que je supporte, c'est le bruit des moteurs sur un circuit, le bruit des voitures de course. C'est incroyable, alors que je suis allergique au bruit. C'est très bizarre. Alors parle-nous un peu de ta fascination pour le Grand Prix de Pau. Alors ça, je suis une fan absolue de ce circuit, parce que d'abord c'est ma ville et que j'en suis très fière. C'est un très beau tracé. Puis il y a une histoire incroyable. puis, Enfin, je veux dire, c'est le premier Grand Prix Oui. de l'histoire. L'appellation 1901. l'appellation Grand Prix pour des courses de voitures, parce que ça a existé pour les chevaux. Hein. Il y a un très bel hippodrome aussi à Pau. Mais pour les courses de voitures, c'est à Pau que ça a eu lieu. Et puis surtout, c'est un très beau circuit. Et j'en suis très fière. Et je sais pas, il se passe quelque chose là aussi dans les rues de cette ville. Ça n'existe pas, à part à Monaco, il n'y a pas de Grand Prix comme ça dans les rues de la ville. Moi j'ai vu des courses extraordinaires, c'est là où je dis j'ai commencé à aller voir ma première course, c'est là que je l'ai vue, donc toute petite. Et j'en suis très fière, et donc alors je me bats pas autant que beaucoup de Palois sur place, mais j'ai toujours eu envie que ce Grand Prix vive, et ces 2 dernières années, malheureusement, il n'a pas eu lieu. Et en 2022, il revient, et j'en suis ravie. Donc les 6, 7 et 8 mai prochains, il faut absolument aller à Pau pour voir le Grand Prix. Alors, j'imagine, enfin, je n'y suis jamais allé, je sais, j'ai peur. Oui. Mais j'imagine, et aussi de ce qu'on m'en a raconté Eric, que c'est un petit Grand Prix, on est près de l'action, on est près des pilotes, on est près de tout, et du coup, c'est propice à faire pas mal de rencontres. Oui, parce qu'en fait, ce circuit, donc c'est un circuit en ville. Donc on met les rails quelques semaines avant et on les enlève après. Hein, donc c'est pas du tout un circuit permanent. Moi, mon lycée, il était au bord du circuit, puisqu'il y a un fameux virage qui s'appelle l'épingle du lycée. Donc tu vois, je pouvais vraiment pas passer à côté. Et puis ça passe dans un parc, le parc Beaumont. Enfin, tu vois, c'est vraiment... Et t'as les voitures qui te passent à côté. Quand tu peux aller au bord du rail, t'as vraiment... tu pourrais presque les toucher. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et puis, il y a toujours une bonne ambiance. Il y a un paddock en bas, pas loin de la gare, où il y a toutes les équipes qui sont là. C'est vraiment... Alors bon, maintenant c'est de plus en plus professionnalisé, etc. Mais c'est quand même c'était un peu à la bonne franquette. Et c'est vrai que moi, il y a des mecs quand même comme... Bon, alors je parle pas de l'ancien temps et des Sever et tout ça, mais dans les pilotes de Formule 1 actuels, moi ce sont des mecs que j'ai vu courir à Pau. Et l'avantage quand tu vois aussi près les pilotes, et sur un circuit aussi exigeant que Pau, parce que Pau, t'as pas droit à l'erreur. Hein. C'est soit tu restes sur la piste, soit tu es dans le rail. Donc tu vois très vite les pilotes qui sont fins, qui vont bien fonctionner, etc. Du coup, moi j'ai vu courir Lewis Hamilton, et c'était pas le pilote de Formule 1 que l'on connaît aujourd'hui, mais j'ai vu aussi Montoya, j'ai vu qui j'ai vu plus récemment bien sûr Charles Leclerc, Pierre Gasly, Esteban Ocon. Tous ces pilotes là sont passés par la filière qui t'amène à la Formule 1 et qui passaient aussi par le Grand Prix de Pau. Et mine de rien, t'as noué quelques amitiés assez solides avec ce Grand Prix. Alors, peut-être on peut déjà parler des pilotes. Si je te dis Yvan Muller. Ah oui, alors, en fait, moi j'ai une chance assez extraordinaire, c'est que quand j'ai commencé à aller sur les circuits, et pas forcément donc à Pau, quand j'ai commencé à faire la saison avec mon frère, donc je vais avoir 16-17 ans, bon, il est évident qu'en allant sur les circuits, il fallait que je fasse quelque chose, parce que j'allais pas rester là comme la potiche. Et puis les filles sur les circuits, c'est un peu particulier, même si j'étais très jeune, c'est un peu particulier. Bref, et surtout à cette époque-là. Et du coup, j'ai commencé d'abord à faire du chronométrage pour mon frère. C'est-à-dire, je prenais ses chronos, je lui faisais du panotage, j'étais pas très cool parfois, parce que je lui mettais sur le panneau plus vite
Je peux te dire que ça, il appréciait pas du tout et c'était vraiment très méchant de ma part. Bon, bref, Marc, si tu m'écoutes, je suis désolée. Et puis bon, je traînais tout le temps là et je discutais un peu avec tout le monde. C'est vrai, assez à l'aise et puis jeune. Et du coup, j'ai rencontré notamment un journaliste qui s'appelle Lionel Froissart. Ouais. Et à l'époque, il était photographe et il bossait pour Auto Hebdo, pour la rubrique kart, surtout de karting d'Auto Hebdo. Et puis on a commencé à papoter, on a sympathisé, il est devenu ami avec mon frère, on ne s'est jamais quitté. Donc ça fait quand même 40 ans presque qu'on se connaît. Quelques années, voilà. Et puis pareil, dans ce début des années 80 où j'allais sur les circuits, eh bien il y avait aussi Paul Belmondo qui a commencé sa carrière. Et Lionel le connaissait du kart, etc. Donc Lionel me l'a présenté très vite. Et je pense que dès sa première course à Paul à Nogaro, il me semble, je l'ai interviewé. Parce que j'ai oublié de te dire un truc, c'est que j'ai fait aussi de la radio. Tout s'enchaîne, excuse-moi, il faut vraiment... Je crois qu'on va y revenir à la radio. On va y revenir, t'inquiète pas. Et donc voilà. Et puis, grâce à Lionel aussi, j'ai connu Cathy Muller. Parce que Lionel suivait le kart et évidemment avait remarqué Cathy Muller, qui était une pilote extraordinaire, qui se battait au milieu des mecs. Moi, j'ai une feuille de temps à elle, à Jesolo, en je ne sais plus quelle année, où sur la liste, tu as des mecs comme Ayrton Senna da Silva quand même. Et elle est devant, hein. J'ai des preuves, je peux le montrer. Donc voilà, et Lionel m'a présenté Cathy Muller, une nana que j'ai adorée, qui courait donc après, qui a couru en Formule Renault, qui a eu le volant à Elf, etc. Et donc moi j'ai suivi aussi cette fille parce que un, je l'admirais, et puis deux, elle était vraiment très forte. 3, elle emmerdait les mecs parce qu'ils étaient verts de rage quand elle était devant eux, et ça arrivait souvent. Et puis après, évidemment, j'ai connu Yvan. Yvan, c'était le petit frère, c'était le petit bébé. Et Yvan, moi, je l'ai vu courir en kart, championnat d'Europe, championnat du monde de kart, etc. Après, qui j'ai connu encore, j'ai connu beaucoup de pilotes. Peut-être que vous connaissez moins, mais c'est un pilote qui est arrivé en Formule 1 qui s'appelle François Hainaut. Là aussi, quelqu'un que j'aime beaucoup. Et puis, il y a eu aussi Emmanuel Epiro, que j'ai rencontré à Pau, qui courait en Formule 3000. On est toujours restés potes, on se croise au Mans, il traverse presque la piste pour venir lui dire bonjour, et il est trop, parce que moi, la première fois que je l'ai revu, je me suis dit, bon, il va pas me reconnaître, mais si. Et puis j'ai connu vachement de gens, Yannick Dalmas, en fait, toute une époque de pilotes qui étaient en F3 dans la course en France, puisque moi, j'ai vraiment fait que la course en France. Voilà, tous ces gens-là, après, sont partis, soit en endurance, soit en Formule 1, et j'ai gardé quand même des contacts. Et puis après, c'est vrai que quand est arrivé Facebook, etc., on retrouve plein de gens, et puis ça, c'est plutôt sympa aussi. Jean Alési aussi. Alors Jean Alési, oui. Alors ça, Jean Alési, c'est très rigolo. Il y a une anecdote. C'est que donc mon frère courait en Coupe R5. Ouais. Et Jean Alési a commencé sa carrière en Coupe R5. Coupe de France, ça rapproche. Renault 5, voilà. C'est les Alpines, les petites, c'est pas les grosses, c'est pas les grosses Turbo 2, c'est les Alpines classiques. Et au Grand Prix de Pau, mon frère, une année, donc je sais plus laquelle, mon frère est 3e au championnat avant d'arriver à Pau. Il avait une voiture, une fusée. Pau, il est, je crois, sur la première ligne ou un truc comme ça. Départ de la course, ça se passe bien, et tout d'un coup, au pont Oscar, pour ceux qui connaissent, c'est en haut d'une montée, Jean Alési, il a oublié de freiner, parce qu'il était tout jeune, il débutait, il était vraiment chaud, très très chaud déjà, et donc il a percuté mon frère, qui a rebondi sur le pilote qui le précédait, et du coup, radiateur en rade, terminé, la voiture sur le bas-côté. Course terminée, et puis surtout saison compromise, puisque à l'époque mon frère n'avait pas de budget, donc il fallait payer les réparations, etc. Et sa voiture n'a jamais plus aussi bien marché qu'avant cet accrochage. Et on est toujours bien évidemment resté potes avec Jean Alési, et si encore on le recroise demain, on lui dit ouais, tu sais que tu as mis fin à la carrière de Marc. Il dit oui, je sais, je suis vraiment désolée, Marc. Voilà. Et donc on dit J'allais dire, ça s'est réglé comment au paddock allez, il y a eu des échanges de torgnoles non, mon frère est assez pacifiste. Moi, un peu moins. Moi, j'étais un peu plus énervée sur le bord de la piste, en règle générale. Donc, je voulais aller frapper tout le monde. Je ne le faisais pas, bien sûr. Mais c'est vrai que moi, j'ai été beaucoup moins calme que mon frère. Comme à chaque fois, je pose des questions des internautes. Alors, chers internautes, vous pouvez vous poser vous aussi des questions sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. À chaque fois, pas quasiment à chaque fois, j'annonce les noms des invités. Et là, j'ai une question de Ouvergrave. Faut-il se rendre au Grand Prix de Pau et pourquoi ?
Mais je crois qu'on a déjà répondu en fait. Oui, parce que c'est le plus beau circuit du monde. Voilà. Je crois que c'est très très bien. C'est très clair. T'as tout résumé. Donc on a parlé de Pau, de ce Grand Prix, on a parlé de ton frère. Maintenant on va peut-être parler un peu de F1. Ouais. C'est ta grande passion. Oui. Ouais. Alors. Je suis vraiment je travaille à Autoplus depuis très très longtemps, tu l'as dit en introduction, depuis le 12 janvier 1989. C'est une date que je ne pourrai jamais oublier. Le journal avait 3 mois. Ouais, et je suis venue pour une journée et j'en suis jamais repartie. Donc, et c'était vraiment pas le but. Mais c'est vrai que ma passion à la base, c'est le sport automobile et donc la Formule 1 principalement. Moi, je suis très circuit en fait. J'ai découvert l'endurance et le rallye que très tard, mais j'étais très très circuit. Et là, cette année, il va y avoir un week-end sur 2 où il faut surtout pas me téléphoner, surtout pas m'appeler pendant le week-end, parce qu'il va y avoir 23 grands prix sur les 52 qu'en comporte l'année. Tu vois un petit peu mon programme 2022. Alors j'ai une question de Georges Champommier. Quel est ton avis sur le dernier tour du dernier Grand Prix de la saison 2021 ? Alors il faut peut-être juste un petit peu redonner le contexte pour les gens qui, comme moi, suivent la Formule 1 de très 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 loin. Alors, le contexte, c'est que les 2 pilotes en tête du championnat avec exactement le même nombre de points sont arrivés à la dernière course. Il s'agit de Lewis Hamilton et de Max Verstappen. Oui. Et qu'il y a eu un grand prix complètement fou. Et alors, je ne vais pas le raconter parce qu'on n'en sortirait pas. Mais il se trouve que par une décision de la direction de course, des commissaires de la direction de course, eh bien, il y a eu un truc un peu bizarre qui s'est passé. Et du coup, ça a privilégié, on va dire, Max Verstappen. Et c'est lui donc, qui a obtenu le titre de champion du monde de Formule 1 2021, alors que normalement, ça aurait dû être Lewis Hamilton qui aurait dû obtenir ce titre, puisque c'est lui qui était en tête. Mais par des incidents de course, etc., voilà, il s'est passé des trucs et je ne vais pas revenir là-dessus. Mon avis à ce sujet, c'est que, effectivement, ce qui s'est passé d'un point de vue des décisions de la direction de course, ça n'aurait jamais dû arriver. Ça, c'est, voilà, on joue pas avec ce genre de choses, surtout en Formule 1 où ils ont des règles. Mais c'est du délire, enfin, ils ont comment on appelle ça, un règlement qui va faire 278 000 pages, bon bref. Et là, c'est vraiment inadmissible. En revanche, on ne peut pas reprocher à Max Verstappen ce titre, parce que il le méritait tout autant que Lewis Hamilton. Pour moi, ils ont été excellents tous les deux. C'est très con parce que ça aurait été bien que Lewis Hamilton, il ait son 8e titre, mais à la fois c'est très bien parce qu'il l'a pas eu, donc cette année il va revenir, il va pouvoir encore plus tout défoncer. Mais franchement, moi j'estime que les deux le méritaient, mais que ce soit passé dans ces conditions-là, c'est très dommage. Franchement, c'est pas bon pour le sport en fait. Mais c'est un beau compliment pour Verstappen parce que je sais que tu es une grande fan de Lewis Hamilton. Ah oui, et puis j'aime pas du tout Verstappen. Mais je reconnais que c'est un super pilote et qu'il a fait une saison extraordinaire. À tel point que ton chat, c'est quoi le nom de ton chat ? Mon chat s'appelle Lewis. Voilà, donc c'est pour dire quand même. Oui, tu sais beaucoup de choses. Hein, c'est de la rage à ce niveau-là, c'est plus de la passion. Alors, j'ai un certain Pierre D. Bon, j'ai une petite idée. Pierre Desjardins, qu'on salue au passage, qui va poser plein de questions. Alors, je vais commencer par la première, on en reviendra aux autres. Quelle est ta discipline de sport auto préférée ? C'est la F1, vraiment de très loin ? Oui, franchement, c'est la Formule 1, oui. Parce que c'est le sommet, c'est là... Enfin, il y a juste 20 mecs au monde qui courent. Voilà. Et puis souvent il y en a qui restent longtemps, donc ça se renouvelle. Heureusement là ça s'est pas mal renouvelé ces dernières années avec beaucoup de jeunes et ça j'en suis ravie. Mais il y a 20 mecs qui font ce sport-là au monde et c'est un sport qu'on ne peut pas soupçonner nous, c'est-à-dire que, et ça je crois que c'est Pierre Gasly qui le dit souvent, il dit vous avez un ballon, vous pouvez essayer de jouer au foot, vous avez une raquette de tennis, vous pouvez essayer de jouer au tennis. Mais une Formule 1, personne ne peut savoir ce que c'est que de conduire une Formule 1. Même si on le fait sur des circuits, moi j'ai la chance de le faire avec des anciennes Formule 1, mais conduire une Formule 1 pour faire un temps, c'est donné à personne d'autre que eux le font. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Et puis en plus, d'un point de vue de la technologie, c'est hyper intéressant, quoi. Il se passe plein de choses et comme moi j'aime bien voir ce qui se passe, alors je suis pas très très douée en technique, en mécanique, j'essaye, mais voilà, parce que c'est quand même très complexe à ce niveau-là, mais
c'est toujours très intéressant de savoir ce que nous réserve le futur, et la Formule 1 nous l'annonce souvent, donc ça c'est plutôt pas mal. Alors, autre question de notre ami Pierre, quelle est la période de la Formule 1 que tu préfères? Ça c'est difficile. Ouais, c'est Moi, pas facile. Non, parce que moi je pense que j'ai aimé toutes les période, parce que toutes les périodes ont été très riches. Les débuts, les époques dans les années 50, etc. Alors ça c'est une période que je ne connais pas, puisque non, je n'étais pas née. Mais quand tu vois les images, tu te dis mais ces mecs étaient complètement dingues. Ouais. Quand tu vois la période des années 70, là aussi où les mecs se tuaient, je ne veux pas dire tous les week-ends, mais c'était extraordinaire, mais c'était tellement beau, c'était des bagarres incroyables. Des gladiateurs. Voilà. Les années 80, mais pareil, il y avait des bagarres de fous. Là, il commençait déjà aussi à y avoir des histoires sur la réglementation, sur les carburants, sur les trucs où les mecs traficotaient. Tous les ingénieurs un peu dingues qui imaginaient des trucs sur des voitures avec les jupes, les machins. Ouais, ça commençait à venir. Ouais. Les années 90, pareil, les années Senna Prost, chaque époque pour moi a été extraordinaire. Et là, ce que j'aime dans l'époque actuelle, c'est cette arrivée de jeunes pilotes, très jeunes pilotes, qui pour moi ont vraiment changé plein de choses. Qui apportent une fraîcheur incroyable, qui sont tous en plus des pilotes qui se connaissent, c'est-à-dire qu'ils ont tous débuté ensemble en kart, mais quelle que soit leur nationalité, je ne parle pas simplement des Français, mais Ocon, Gasly, ils se battaient contre Verstappen, etc. Enfin, tous ces pilotes-là ont couru en même temps, et ils apportent vraiment une fraîcheur, une autre manière de se comporter. Ils sont vachement sur les réseaux sociaux, ils partagent énormément de choses. Moi, quand j'étais plus jeune, les Grands Prix, on n'en voyait pas beaucoup à la télé. Il n'y en avait pas beaucoup, tout court. Voilà, déjà. Et puis, la seule source d'information, entre guillemets, que j'avais, c'était Auto Hebdo. Mais on n'avait pas les réseaux sociaux et tout ça. Donc, il y avait beaucoup de filtres pour que l'information arrive jusqu'à nous. Tandis que là, on l'a vachement vu pendant la pandémie. Moi, j'ai été épatée par ce qu'ont fait tous les jeunes pilotes, à faire des courses virtuelles, etc., à être très, très présents pour continuer à motiver les fans. Et c'est ça que j'aime bien dans cette période-là. Une autre question de Pierre. Quel est ton pilote préféré? Ça, c'est dur, ça. Oui, c'est très dur parce que... alors, moi, j'ai une théorie. Alors, quand on aime un sport, on peut pas être... Et puis surtout quand on est journaliste, on peut pas être fan d'eux, etc. Ouais, c'est compliqué. En revanche, moi, ce que j'ai toujours dit, c'est que pour le sport automobile, quand on commence à suivre des courses en sport automobile, faut reconnaître ce qu'il y a quand on va sur un circuit, voir des voitures qui tournent, c'est ultra chiant. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire, même si on ne les connaît pas, c'est déterminer ce que j'appelle un chouchou. Soit parce que on va trouver que sa voiture elle est jolie, soit parce qu'on va trouver que son casque il est beau, soit parce que son nom nous aura fait marrer, ou soit parce qu'on connaîtra un petit peu l'histoire de cette personne et qu'on a envie de le suivre. Et ça pour moi c'est primordial, parce que c'est ce qui apporte de l'intérêt à la course, parce que tout d'un coup on va une personne à suivre, quoi. Voilà, on va être comme ça, et voilà. Donc moi aujourd'hui dans les pilotes actuels, j'avoue que quand Lando Norris est arrivé, j'ai été épatée par ce gamin. Moi, je l'avais vu courir à Pau, se sortir à Pau aussi. Mais il y avait quelque chose. Et pareil avec les trois vrais francophones, Gasly, Ocon et Leclerc. Leclerc à Pau m'avait beaucoup, beaucoup impressionné, tant dans la voiture qu'à l'extérieur. Parce que je l'avais trouvé hyper professionnel, en conférence de presse, parce qu'évidemment, même si c'était des petits pilotes, après la course, ils ont une petite conférence de presse, etc. Le mec hyper pro, etc. Et je m'étais dit, oh punaise, lui... il sort du lot. Mais déjà, en termes de pilotage, tu voyais le mec hyper réfléchi, hyper fin et tout. Et du coup, je suis très fan de toute cette génération-là. Donc franchement... Ouais, je suis très Gasly. Si je devais en donner deux, ça serait Gasly-Norris. Gasly, Norris, Leclerc, c'est pas mal. Mais au fond, tu restes toujours un peu une groupie de François Sauvaire. Ah oui, c'est par lui que tout est parti. Bon, lui, c'était un cas à part, et parce que j'étais petite, que j'étais une fille, que je le trouvais beau comme à peu près la moitié de la France, voire plus. Oui, parce que même les hommes trouvaient que ce mec-là, il était exceptionnel.
super beau mec, une voix incroyable, des Et- talents autres que le pilotage, le piano, Oui, c'est une ça, culture incroyable. c'était quelqu'un de cultivé, quoi. Cultivé, de bonne famille. C'est un gentleman, en quelque sorte. voilà, et puis un super pilote. Hmm. Et puis voilà, il avait tout. Il avait tout il avait tout pour lui. Et en plus, avec un destin brisé, mais qui rajoute en plus au personnage. Mais il n'avait pas besoin de ça. Ouais. Non, c'est clair. non. Alors, une question en forme de blague de toujours Pierre, et c'est la dernière. Quel est ton membre de la rédaction Caradisiac préféré? Eh ben écoute, il faut que je réfléchisse. Je précise qu'on parle de Pierre Desjardins de Caradisiac, qui sera l'invité du prochain épisode, si tout va bien, à moins qu'il change d'avis d'ici là, mais j'espère que non. Hein, Pierre, t'as pas le droit. C'est comme en course automobile, hein, partout il faut un chouchou, alors c'est vrai que c'est Pierre. Et voilà. J'ai une question d'un autre internaute qui s'appelle Olivier. Est-ce que tu t'intéresses aussi au MotoGP? Oui, Ouais. ouais. Ça c'est... Alors là j'ai pas forcément de chouchou, si, les Français, Quartararo il est hallucinant, ce qu'il a fait l'année dernière c'était hallucinant, mais je suis terrifiée. Mais depuis toujours, hein, chaque fois que j'ai regardé des Grands Prix moto, j'ai eu la chance d'en voir en vrai, mais il y a très 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 longtemps, au Mans. Je suis terrifiée, quoi. Je me dis, mais ils sont fous ces mecs, ils sont fous. C'est c'est tellement spectaculaire, c'est tellement disputé, c'est leur corps, voir leur corps C'est des bouger. acrobates. Hein. Non, c'est du délire, c'est du délire. Et franchement, oui, je regarde, mais je hurle devant ma télé. Hein. J'ai peur tout le temps. Mais c'est magnifique, c'est tellement beau. Mais je voudrais pas être la maman ou la sœur ou la femme d'un pilote de moto, ça c'est sûr. Ouais. Voiture, bon. Ouais, Mais- c'est déjà compliqué, un pilote voiture, mais effectivement. moto, ouais. non. C'est- Et en plus, il y a des fratries, donc souvent je pense à ça. Je me dis, oh, mais la maman, qu'est-ce qu'elle doit Elle flippe 2 fois elle plus. doit pouvoir. Voilà, exactement, oui. Tu parlais tout à l'heure d'un peu de l'endurance. C'est une discipline qui te plaît aussi ou non? Ça te barbe? Il n'y a pas la tension d'un sprint de Formule 1, c'est ça? Alors, pendant longtemps, non, c'était pas, j'arrivais pas. Enfin, quand j'étais plus jeune et tout ça, non, c'est vrai que je suivais pas l'endurance. Je suivais, mais de loin parce que j'aime le sport automobile, quel qu'il soit. Mais l'endurance, j'avais un peu de mal, effectivement. Et puis, j'ai eu la chance d'aller aux 24 heures du Mans. Et puis là, franchement, dans des bonnes conditions, hein, faut ça aide. aussi reconnaître ça. Mais l'avantage des 24 heures du Mans, c'est que même si, quand on est en public, c'est extraordinaire, quoi. C'est un truc. Et là, je l'ai pris en pleine tête. J'y suis allée donc la première fois en spectateur, mais dans de bonnes conditions. La deuxième fois, c'était grâce à Paul Belmondo qui avait une écurie. Et lui ne pilotait pas, mais il avait une écurie avec des Vipers. Et il m'avait demandé si je voulais bien lui filer un petit coup de main pour faire des relations presse, des petits communiqués, tu sais, qu'on fait pendant la journée, la nuit, Heure etc. par heure, ouais. Voilà, heure par heure. Donc j'ai fait ça pour lui. Bon, nous, on avait abandonné vers 2h du matin, donc j'ai pas trop eu à le faire, machin. Mais T'as pu dormir un peu du coup? voilà, mais je l'ai vécu de l'intérieur. Ouais. C'est-à-dire que t'es dans le box et là, t'as la boule au ventre. Ouais. Et en plus, je me souviens, le départ, il s'était mis à tomber des cordes. Il y avait eu un strike au premier Ouais. virage. Enfin, et c'est une tension, c'est une énergie. Enfin, c'est un truc incroyable. Et puis, c'est une très belle aventure quand t'es dans une équipe comme ça. Enfin, c'est formidable. Et là j'ai craqué. Et j'avoue que depuis, j'essaye de me battre à chaque fois pour aller au Mans. Mais c'est la seule course d'endurance que j'ai pu voir. Sur d'autres circuits, non, mais les 24 heures du Mans, oui. Et c'est magnifique. Ce qui est chouette, c'est qu'au Mans, le spectacle il est autant sur la piste qu'en dehors finalement. Parce que c'est une grande kermesse en fait. Ouais, et puis c'est cool, quoi. C'est une fête, quoi. Et puis les gens sont là. J'ai eu la chance d'y aller l'année dernière, donc où il y avait le public qui revenait et tout. Oh, mais c'était extraordinaire. En plus, là, pareil, il pleuvait au départ. Moi, j'étais côté public, à l'extérieur, hein, après la ligne de départ. Là, on était sous la pluie, on s'en foutait. Les gens, dès qu'il y avait un team français, dès qu'il passait, mais ça hurlait. Mais c'était génial, l'ambiance qu'il y avait. Mais moi, j'adore. C'est trop beau. C'est vraiment fantastique. Puis c'est vraiment à la cool, quoi. Ouais. On va progressivement se diriger vers le journalisme. D'ailleurs, on va passer par le Grand Prix de Pau. Est-ce que c'est à Pau que tu as rencontré Eric Batt? Pas
Pas du tout. En fait, Pas du tout. non, Eric Batt, lui, il était en classe avec mon frère, mais moi, je ne l'ai pas rencontré. Quand même un petit monde. Voilà, voilà, oui. Moi, je ne l'ai pas rencontré à Pau, puisque quand même, on a une petite différence d'âge. Mais il se trouve que Eric Batt, il a toujours fait partie, alors non pas de mes idoles, mais c'était un journaliste qui était allé à Paris et qui a écrit dans des magazines et qui était à Auto Hebdo, qui a fait des magazines auto. Donc, c'était un peu, moi, la voix, enfin, ce que j'espérais faire un jour, etc. Et donc, en fait, on le connaissait, enfin, je le connaissais sans le connaître quand il venait à Pau, voilà, mais c'était pas forcément un ami, voilà. Et puis, quand je suis arrivée, moi, à Paris pour mes études, j'ai fait en fait une école d'attaché de presse, j'ai fait les FAP. Là aussi, à cause ou grâce au sport automobile, j'y reviendrai après. Et j'ai fait mon mémoire de fin d'études sur le sponsoring en compétition automobile et comme moyen pour travailler sur la communication interne, pour donner une ambiance dans une entreprise, pour motiver, voilà, comme action pour motiver les gens dans une entreprise, tous derrière un pilote, etc. Donc j'ai fait mon mémoire là-dessus, et à l'époque, Eric Batt, il était attaché de presse chez Renault Formule 1. Oui. Et donc comme je le connaissais, eh ben, je l'ai appelé pour aller l'interviewer, donc je l'ai interviewé pour mon mémoire, et j'en étais très contente. Et ensuite, comme moi j'étais à Paris pour mes études, comme nous avions des amis communs, notamment Bernard Assé, qui est un grand photographe de la Formule 1. Que j'ai invité dans ce podcast. Et Lionel Froissart. Et il nous est arrivé très fréquemment de dîner ensemble à Paris. Mais ce n'est pas du tout grâce à lui que je suis arrivée à Autoplus. D'accord. Alors, on va juste fermer la parenthèse paloise avec, tu en parlais tout à l'heure, ton expérience en radio. Tu as fait de la radio libre à Pau. Oui. Et oui. Et du coup, en fait, moi, j'étais lycéenne et les radios libres commençaient à naître, donc ça doit être 81, je pense. Ouais. Et donc moi, peut-être pas en 81, mais c'était peut-être 82. Comme j'allais sur les circuits avec mon frère et que je voulais donc faire des trucs, je me suis dit, j'écoutais une radio à Pau qui s'appelait donc RPA, Radio Pyrénées Amplitude. Et dans cette radio, il y avait, c'était un truc de dingue, les radios libres. Hein, ceux qui connaissent pas peuvent pas imaginer, mais c'était quand même assez rigolo. Et il y avait une émission sur la moto. Et c'était le patron en fait de la radio qui faisait ça. Ça me saoulait un peu. Je dis mais il n'y a pas d'émission sur la voiture, etc. Donc un jour, ding ding ding, je suis allée sonner à la porte de la radio. Et j'ai rencontré le patron qui faisait cette émission, un macho horrible. Bref. Et j'ai dit bonjour, j'avais 16 ans, 17 ans, je sais plus. Et bonjour, je voudrais faire une émission sur la radio, moi à l'aise, tu vois. Et donc le mec, alors moi blonde, en fait, tu vois le cliché. En plus j'adore la mode, donc je vais être sapée pas permis. Donc le mec il a dû me prendre pour je sais pas trop quoi. Et je lui dis bah oui, moi je vais tous les week-ends sur les circuits et voilà, et j'aimerais bien faire ça. À l'époque, ils avaient besoin de gens pour remplir les créneaux horaires, hein, les radios libres. Donc évidemment, on n'était pas payés, hein, c'était du bénévolat. Et il m'a dit OK. Et ben du coup, j'avais mon émission hebdomadaire d'1 heure tous les lundis sur RPA. Et donc moi, le week-end, j'allais sur les circuits. Et le lundi, je faisais mon émission. En fait, je faisais un compte rendu des courses que j'avais vues. Donc je parlais évidemment de la R5. Parce qu'il y avait beaucoup de pilotes palois en Coupe R5, donc c'était bien parce que du coup je parlais, voilà, je parlais d'eux. Je parlais de la Formule Renault. À l'époque c'était le super tourisme, tu sais les voitures vraiment de tous les jours, ce qu'on pourrait être aujourd'hui le WTCR, quoi. Tu vois. Il y avait le super tourisme et puis il y avait la F3, etc. C'était vraiment le début de la filière pour arriver en Formule 1. Hein. Donc du coup moi je parlais de ces courses-là. Je venais aussi de rencontrer depuis peu Lionel Froissart qui lui, donc, comme je le disais tout à l'heure, faisait de la photo et tout, mais qui suivait toujours le kart et tout, et qui m'appelait en direct de Paris pour me parler d'un certain Ayrton Senna da Silva. Pas mal. Et tu vois, c'était quand Ayrton courait encore en kart, et puis après il courait en Angleterre en Formule 3. Ouais, il était arrivé depuis pas longtemps en Europe. Voilà, donc et c'était surtout quand il était en Angleterre en F3, et Lionel m'a appelé pour parler de ce pilote, machin, etc. Donc c'était assez marrant. C'est rigolo. Et donc j'ai fait cette émission pendant 2 ou 3 ans, tout en étant lycéenne. Et du coup, je faisais des interviews le week-end sur les circuits. Et
le Grand Prix de Pau. On a eu la chance de faire 3 jours de plein direct. Wow. On avait un bus qui était en bas derrière les stands, dans le paddock. Et là, on faisait venir tous les pilotes. Trop et bien. comme moi, je les connaissais tous, puisque moi, j'allais sur tous les circuits dans l'année, tous défilaient dans mon bus pour venir parler. Sur ta petite radio paloise. Voilà, c'est génial. ça. Et donc, j'étais super fière. Et c'était génial. Moi, j'étais trop contente. Bah, tu vois, le podcast, c'est un peu la suite des radios libres, quelque part. Hein. C'est ça, c'est exactement ça. Oui, parce que c'est la même liberté de ton. Voilà. Non, mais c'était super cool, quoi. Et c'était horrible parce que mon frère m'enregistrait et sur les cassettes. Donc après, il me faisait écouter et donc j'entendais toutes les répétitions, les trucs de langage. Les A, les E, les... c'était horrible. Mais, non, ça faut pas s'écouter, ça. Et j'ai fait mal. découvert ma voix aussi, c'était horrible. Mais bon, c'était un bon entraînement. Maintenant, on va attaquer le gros morceau. Oui. Auto Plus. Oui. Donc, si je compte bien, 33 ans à la rédaction. Oui. Ça a fait 33 ans là en janvier, le 12 janvier. En fait, ce qui se passe, c'est que moi, j'ai toujours voulu être journaliste dans la presse automobile. Ouais. Mon rêve, c'était d'être journaliste à Auto Hebdo. Ouais. Mais c'était mon rêve, vraiment. C'est pas arrivé. Bon, en même temps, j'ai jamais rien fait. C'est bizarre parce que c'était mon rêve, mais j'ai jamais eu le courage d'envoyer un CV ou d'appeler. Ou pourtant, je connaissais. Alors qu'à 16 ans, tu toquais à la porte d'une radio, certes libre, mais d'une radio quand même. Oui. Et après. Mais voilà, pourtant je connaissais beaucoup de monde à Auto Hebdo avant, à l'époque où j'aurais pu y aller. Mais puis tu connaissais les pilotes et tout. Tu j'osais pas. J'osais pas. Et puis d'ailleurs, au début, je suis partie moi dans une autre direction, c'est-à-dire que justement quand j'allais sur les circuits, que je faisais les interviews de pilotes pour ma radio et tout ça, tout le monde me connaissait. Et puis j'ai des pilotes qui m'ont demandé, notamment le premier, il s'appelait Éric Belfroy, il courait en Formule 3, m'a demandé de faire ses relations presse, justement. Et moi, je savais pas ce que c'était des relations presse. Donc voilà, donc il me dit, mais voilà, tu me fais des petits communiqués, puis tu l'envoies à la presse locale et tout ça. Et donc j'ai commencé à faire ça pour lui. Ensuite, il y a un autre mec qui m'a demandé, qui s'appelait Dominique Delestre, qui ensuite est devenu patron d'écurie, Formule 3000 notamment. Et mais à l'époque, il courait en Formule 3, il m'a demandé de faire ça. Et un autre mec qui s'appelle Dominique Dupuis, qui m'a demandé ça aussi. Alors, tous les 3 courent en Formule 3, donc parfois, si jamais ils s'accrochaient entre eux, c'était pas pratique pour pas communiquer pour la semaine suivante. Mais bon, bref. Et comme ces pilotes m'avaient demandé ça, je me suis dit, parce que moi, je voulais faire une école de journalisme, mais là, je me suis dit, tiens, la communication, c'est pas mal et tout, là. Et donc, c'est ce qui m'a conduit à faire les FAP. D'affaire les FAP et de partir à Paris, etc. Une fois que j'ai eu terminé les FAP, donc j'ai continué pendant que je faisais les FAP à m'occuper de mes pilotes. Quand j'ai terminé les FAP, j'ai failli rentrer chez Ligier, à la com chez Ligier. Ça, c'était le rêve du rêve du rêve. Hein, vraiment. Bon, finalement, ça s'est pas fait. Et puis un jour, j'avais un pote, donc j'avais connu toujours par Lionel Froissart, qui est un photographe, qui s'appelle Philippe Anzenberger, qui m'appelle. Je bossais pas à l'époque, j'avais fini mes études, mais je bossais pas encore. Il m'appelle, il me dit, oui, qu'est-ce que tu fais demain ? Rien. Ça te dirait de venir conduire une voiture Alors, à la base, apparemment, il appelait pour demander à mon frère, mais mon frère, il n'était pas à Paris, donc voilà. Mais il me dit, est-ce que tu pourrais venir conduire une voiture demain pour Auto Plus ? Bon, moi, je savais que le journal était né parce que je connaissais bien Philippe et ça me faisait rire qu'il aille dans ce nouveau journal, etc. Bon, bref. Et je lui dis, oui, mais bon. Il me dit, tu viens au journal, et voilà. Donc, je suis arrivée à Auto Plus. On m'a dit, tiens, tu prends cette voiture. Bon, je pense quand même qu'ils m'ont demandé mon permis. Enfin, j'espère, je ne me souviens plus, je t'avoue. Et me voilà parti. On est parti à Vézelay faire un sujet, 3 jours. Ah ouais. Truc de dingue. On était, je sais pas combien de bagnoles, puisqu'à l'époque... oui, c'était les gros sujets. Donc moi, là, tout d'un coup, j'ai découvert les convoyeurs. Je connaissais personne. Ils m'ont envoyé comme ça. Que Philippe Anzenberger, qui faisait les photos. On a passé 3 jours de dingue. Donc on était à l'hôtel, on était au resto, on se levait à l'eau pour faire des photos, on allait au pont du Gard. Enfin, moi, je me suis dit, mais c'est quoi ce truc ? Et puis voilà, et puis je suis revenue au bout des 3 jours, j'ai rendu les clés de la voiture, et puis je suis rentrée chez moi. Et quand même, je me suis dit... Et puis Philippe, il me disait, mais appelle, on ne sait jamais s'ils ont besoin de monde et tout. Et puis ce que je faisais après, c'est que quelques jours plus tard, tous les matins, j'y allais à la rédac. C'était en plein Paris, moi j'étais dans le 17e et c'était dans le 9e, 8e, je sais plus, 9e, rue Taitbout. Et je me présentais à la rédac, et s'il y avait du boulot, je restais. Et puis s'il n'y en avait pas, je rentrais chez moi. Bon, autant te dire qu'il y en avait tout le temps, parce que c'était du convoyage. Donc on allait chercher des voitures chez les constructeurs, et on les amenait soit à la rédac, soit aux essayeurs, soit à Montlhéry pour les mesures.
ou soit sur des lieux de photos. Mhm. Et donc, en fait, il y avait tout le temps du boulot, parce qu'à l'époque, le journal avait 3-4 mois, et il y avait 3-4 convoyeurs. Donc, et comme Autoplus brassait énormément de voitures, il y avait du boulot. Donc, en fait, ce que je dis toujours, c'est que j'y suis allée pour une journée, puisqu'au départ, quand Philippe m'a appelé, je pensais que c'était une journée, et j'en suis jamais repartie. T'as vécu donc la grande époque d'Autoplus et des sujets, comme Dingue. tu disais, XXL. Je crois que tu as notamment, alors c'est un truc incroyable, donc c'était en 93, la Twingo Ouais, à New York. Ouais. Raconte-nous ce truc-là, c'est fou. Mais ça, c'est une histoire de fou aussi. C'était Thierry Soave, qui était le numéro 2 du journal, je crois, à l'époque, et qui était surtout le chef du service essai. La Twingo était sortie, avait été présentée au Mondial, et puis elle sortait donc après, l'année d'après. Et un jour, on va faire des photos, justement. À l'époque, j'étais déjà au service photo, parce que donc j'ai été convoyeur pendant 1 an et demi. Ensuite, j'ai appris plein de métiers à Autoplus, que j'ai changé tout le temps de métier. J'étais iconographe, après j'étais chef de service photo, etc., etc. Bon, bref. Et Thierry Soave, on faisait des photos sur les Champs-Élysées avec toujours Philippe Anzemberger d'ailleurs, très tôt le matin, 5h du mat, etc., au lever du jour. Et on va boire un café après. Et Thierry me dit, ouais, nanana, la Twingo, j'ai une idée, j'aimerais bien l'amener à New York. Alors moi, j'étais déjà allée 2-3 fois à New York, je suis une fan de cette ville. Je dis, ah ben oui, mais c'est avec moi. Elle me dit, non, un voyage comme ça, c'est moi et le photographe. Et je dis, ben non, c'est toi, le photographe et moi. Elle me dit, ben non, mais si. Bien lourde. Et il me dit, moi j'ai dû pas mal l'embêter quand même, et il me dit, ben ok, mais à ce moment-là, tu t'occupes de toute la logistique. Ok. Moi j'ai dit oui, je savais même pas. Où tu mettais les pieds. Non, du tout. Mais je voulais tellement aller à New York, tellement. Et du coup, je me suis occupée de tout. Et je suis très fière de ça d'ailleurs, parce que bon, c'était une autre époque, mais en très peu de temps aussi, parce qu'on n'a pas prévu ça X mois à l'avance. Donc on a demandé à Renault de nous prêter la voiture. Je ne sais même pas s'ils savaient qu'on l'amenait là-bas. On l'a prise au parc presse. Si le bateau avait coulé en route, ils auraient été surpris. Ah non, monsieur, il n'est pas allé en bateau, il est allé en avion. Ah bon? Ah oui, non mais qu'est-ce que tu crois? Je crois pas que j'allais l'envoyer en bateau. Donc par... Oh la facture. Même pas. Par des relations... En fait, justement, ce fameux pilote que j'avais rencontré sur les circuits en France et qui ensuite est devenu pilote de Formule 1, François Hainaut, sa famille avait une société de fret international. Et donc, je pense à lui, j'ai dit, tiens, je vais lui demander. Alors, il dit, nous, on ne fait pas du tout ça, parce que nous, on fait du fret, surtout sur des médicaments, des choses comme ça. Mais il dit, mais appelle un tel, nanana. Puis de fil en aiguille, je comprends qu'on peut l'envoyer dans une, je ne sais plus qu'on appelle ça, un caisson, en fait, parce que la Twingo était tellement petite qu'elle rentrait dans ces fameux caissons qu'on met dans les avions. Ah, d'accord. Et donc... je négocie, je deal, marchande de tapis comme il faut, machin. Écoute, je pense qu'à l'époque, ça nous a coûté 10 000 francs. Ah oui. L'aller-retour, pour la Twingo. C'est rien. Imagine, 1 500 €. Oui. Bref, donc j'ai réussi à avoir un prix de dingue. Et la voiture, quand même, on l'a amenée la veille à Roissy, de notre départ, la veille. Nous, le lendemain... Alors, je me suis occupée évidemment des billets d'avion, de trouver l'hôtel, etc. Évidemment, on partait sans autorisation, sans rien, comme ça. Et donc, on a amené la veille la voiture à Roissy. Le lendemain matin, nous, on prenait notre avion. On est arrivé, alors là, c'était Newark, l'aéroport, parce que c'est là où arrivait le fret. On a atterri, on est sorti de l'aéroport normal, on est parti au fret. Thierry, il a fait tous les papiers, alors aussi, on n'a pas les phares qu'il faut, pas les machins, on s'en fout, les plaques, on s'en fout, rien, ils nous ont même pas emmerdé là-dessus. On a dû y passer peut-être 2 heures ou 3 heures, ce qui est rien pour ce que c'était. Et nous voilà partis de Newark. On récupère la voiture, la sortie de notre avion, et nous voilà partis vers Manhattan. Extraordinaire. C'était un truc de fou, vraiment. Donc les Américains, ils étaient hallucinés, ils disaient, mais qu'est-ce que c'est? Et à l'époque, tu sais ce qu'ils nous disaient? C'est une voiture électrique. Ah, c'est marrant ça. Très 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 étonnant, on était en 93, décembre 93. Et voilà, et on a fait des photos dans Harlem. À l'époque, Harlem, ça craignait grave. Philippe Anzemberger avec ses super téléobjectifs dans Harlem, nous enfermés dans la Twingo. Mais c'était extraordinaire, on a fait la photo d'ouverture de sujet au pied du pont. Et je me souviens, on était côté Brooklyn, bien sûr, on était au pied du Brooklyn Bridge.
Et il faisait froid, c'est à tout vent là, cet endroit-là. Ouais. Et Philippe Hansenberger qui nous a fait poireauter pendant des heures parce qu'il voulait la nuit américaine. Il voulait vraiment une lumière qui est... Entre chien et loup. Là. Mais c'était extraordinaire. Vraiment, c'était un truc de fou, ce truc-là. Et moi, j'avoue, j'étais très fière parce que je me suis bien débrouillée. Et puis, c'était un sujet, personne n'avait fait un truc pareil, quoi. Ah oui, c'est sûr. Ouais, grande fierté. T'en as d'autres, des souvenirs comme ça, de sujets fous où t'as participé, que t'as vécu? On a fait plein de trucs complètement dingues à Autoplus, mais vraiment complètement dingues. Notamment, alors je sais pas comment ça s'appelle, c'est une espèce, un immense viaduc qu'il y a quand on va à la montagne, c'est au-dessus de Bellegarde. Avant, quand on allait à la montagne, sur la 40. Voilà, on passait à Bellegarde, etc., par le petit bled et tout. Et un jour, ils construisent ce truc-là, cet immense viaduc. Et nous, le chef du service photo à l'époque, moi je pense que j'étais encore convoyeur à l'époque. Donc c'était vraiment au début du journal. Apprend que cette portion-là allait s'ouvrir. Et il se débrouille pour qu'on puisse aller faire des photos là-bas. Donc on est parti, je me souviens, on faisait un sujet d'ailleurs à la montagne juste avant. Donc nous les convoyeurs, nombre d'entre nous, enfin moi je n'étais pas rentrée, mais on fait le montagne, rentrer à Paris, prendre des voitures, revenir à cet endroit-là. Donc c'était là aussi près de la montagne, donc ça faisait quand même pas mal de kilomètres. Et on a fait une photo d'ouverture, mais faudrait que je recompte, mais je pense qu'il devait y avoir une 40aine de voitures sur cette photo. Donc où on est... Je crois que c'était 80. C'est peut-être... Alors 80, je sais pas si c'est pas à Montlhéry dans la... Parce qu'on en parlait justement, j'ai réécouté avant de venir l'épisode avec Eric et ouais. il parlait je crois qu'il me parlait d'un sujet, toutes les voitures françaises, Ouais. avec 80 voitures sur ce fameux viaduc. Alors je sais pas si c'est le viaduc ou si c'est une photo à Montlhéry, où on a fait aussi un record, un truc de dingue. Mais en tous les cas, il y avait énormément de voitures. Donc sur ce viaduc, la photo d'ouverture, les voitures roulent. Donc à l'avant... Donc, on était avec des talkies, moi je me souviens, j'étais plutôt à la fin. C'est-à-dire qu'on s'était dit, bon, parce que tu vois, t'imagines caler 40 bagnoles qui se suivent, et puis pour que tous on soit sur la photo, il fallait qu'on soit quand même cul à cul, quoi. Sauf que le mec qui roulait, on avait déterminé, je sais pas, 40-60, enfin, moi ça doit être 50-60 la vitesse du premier, mais quand t'es derrière, pour arriver à suivre, t'es pas à la même vitesse. Donc moi je me souviens, je hurlais, ça va trop vite, parce qu'il fallait rester dans le cul des autres. Un truc de dingue. On avait loué un hélicoptère pour faire cette photo. Donc l'hélicoptère qui passait au-dessus du truc. Oh là là. On était descendu dans le bled à Bellegarde pour aller acheter des sandwichs, mais on était 40 ou 50, je sais pas. Ça dévalisait la boulangerie. À la boulangerie, ils hallucinaient, bon bref. Et on a fait une magnifique photo. Et pour l'anecdote, c'était rigolo parce qu'en fait, Philippe Hansenberger, toujours le même, était lui sur le viaduc pour faire une photo. Et un autre photographe, je crois que c'était Bernard Assé, lui était dans l'hélicoptère pour faire la photo. Et en fait, je crois que celle qui est passée, c'est celle qu'a fait Philippe Hansenberger, où il était plus, un autre point de vue. Mais ces photos étaient magnifiques, quoi. Et on roulait. On était complètement dingue. Dément. Quoi. Donc t'imagines amener 40, 50, 60, je sais plus combien de voitures à cet endroit-là, de Paris. Déjà réunir, les parcs presse, ils devenaient fous avec nous. Parce que on disait, on voudrait tant de voitures. Au secours. Combien? Ouais. Bon, puis ça coûtait des sous. Parce qu'il fallait mettre l'essence, il fallait payer les péages, il fallait payer les convoyeurs. Alors là, tout le monde de la rédac qui allait, du maquettiste au machin. Alors là, sûr. Tout le monde venait. Et ça, c'est un souvenir assez hallucinant parce que c'était une très belle photo, un très bel endroit et un projet de fou, quoi. Un autre truc fabuleux qu'on a fait aussi, c'est sur la Seine. On est parti de Gennevilliers sur une péniche énorme et on a mis toute la gamme Renault, y compris une Formule 1. Et on a remonté donc de Gennevilliers, on a remonté la Seine, toutes les écluses. Je me souviens, il faisait beau, il faisait chaud, on s'est pris des coups de soleil de dingue, donc on avait placé toutes les voitures sur la barge, tu vois, y compris cette fameuse F1. Et on a remonté donc de Gennevilliers sur la Seine jusqu'à l'île Seguin. À l'époque, il y avait encore l'usine, etc. Et là, pareil, sur le pont, il y avait des photographes et ils ont fait la photo où on est sur la barge tous avec les voitures. Un truc de fou aussi. C'était dément. Tout était possible en fait. On s'interdisait rien. Les réunions de rédaction, ça devait être quelque chose quand même. Alors on mouftait pas beaucoup, parce que c'était mené par Eric, et Eric c'était le ça chef, fait les droits. Et oulala, oui. C'était plutôt à dire, j'ai pas fait de conneries, voilà. Non mais c'était sympa, et puis surtout, on buvait un coup après, à l'époque, voilà, consommer avec modération, mais
Il y avait toujours une excuse pour boire un verre Oui. après une conférence de rédaction, c'était assez rigolo. Donc après, tu l'as dit, tu as été iconographe, chef du service photo, et après tu es devenu journaliste, et je crois que tu as un peu enchaîné les rubriques avant de te trouver ta nouvelle maison. En fait. Oui. Iconographe, donc j'ai appris un nouveau métier, hein, parce que là, tout d'un coup, je triais les photos. À l'époque, c'était des diapos, Les diapos, voilà, donc avec un compte-fil, une table lumineuse. Et puis bon, pour moi, une photo, c'était une photo, qu'elle soit nette ou floue, c'était pareil. Bon, là, j'ai appris ce que c'était une photo nette, une photo piquée, etc. Donc après, j'étais très, très, très exigeante sur la qualité des photos. Et puis ensuite, je suis devenue chef de service photo. Donc là, c'est toute l'organisation. À l'époque, on faisait donc beaucoup de photos mises en scène, de gros sujets. Donc il y avait beaucoup de préparation, etc. Mais c'était très, très, très sympa. Et puis ensuite, au gré des changements, justement, quand Eric est parti, Eric Batt est parti, il y a eu des changements de rédac chef et tout. Et moi, j'en avais un peu marre, j'étais un peu fatiguée, c'était très fatigant le service photo. Et mon rêve, de toute façon, moi, c'était d'écrire depuis toujours, donc, puisque je voulais être journaliste à Auto Hebdo. Bah oui. Romain, si tu m'entends. Non, je rigole, je suis très bien à Auto Plus. Il n'est jamais trop tard, tu sais. Et donc, oui, je voulais écrire. Et donc, j'ai fait j'ai quitté le service photo et j'ai fait plein de petites rubriques différentes. Oui. Donc, alors, dans l'ordre, je ne me souviens plus, mais j'ai fait le courrier pour Auto Plus. J'ai fait, après, on a créé une rubrique qui s'appelait La vie de l'auto sur le web quand on commençait un peu l'Internet. Donc, je montrais des photos un peu rigolotes, des sites intéressants, des choses comme ça. J'ai fait aussi, à l'époque, ça s'appelait Le mardi prochain, c'était une colonne qui annonçait le prochain numéro. Voilà, le prochain numéro. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? J'ai fait plein de petits trucs. Attaché de presse aussi ? Alors ça aussi, c'est quand j'ai arrêté effectivement d'être chef de service photo. J'avais proposé au rédacteur en chef, à Thierry Soave d'ailleurs, je lui avais dit, voilà, comme moi j'avais cette formation à la base, j'avais dit, tu sais, à Auto Plus, vraiment, on fait des trucs canons, mais on ne fait pas assez savoir. Quoi. Donc, on a le savoir-faire, mais il faudrait le faire savoir. Et donc, du coup, je faisais des communiqués. J'ai lancé un truc comme ça, faire des communiqués systématiques tous les lundis, en mettant en avant un sujet. Pas un sujet essai, surtout pas, mais un sujet plus info générale, quoi, tu vois. Exactement. Et du coup, toutes les radios ont commencé à nous reprendre, la télé, etc. On a fait des enquêtes aussi de dingue quand on suivait les ministres, quand il y avait un nouveau gouvernement et tout ça. Donc ça avait énormément de retombées. Et à mon petit niveau, j'ai un peu contribué à ça, puisque justement, je faisais les communiqués et je faisais le lien entre les journalistes et les médias qui nous contactaient pour pouvoir nous interviewer et tout ça. Donc ça, c'était sympa. Je m'occupais aussi beaucoup des relations avec Autobild, puisque Auto Plus, c'est 50%. La version française, Alors, non. avec de gros guillemets. Oui, parce que c'est beaucoup mieux que Autobild, Auto Plus. Déjà, c'est en français, donc voilà, c'est beaucoup mieux. Ça n'a rien à voir. Mais on était quand même en lien, et notamment on faisait des opérations ensemble, notamment l'élection, un peu comme la voiture de l'année, mais ça s'appelait au début Auto numéro 1 au début, ensuite ça s'appelait le volant d'or. Donc là, il y avait toute une mise en place aussi d'une opération, d'une élection, et ça, c'est moi qui m'en occupais. Donc j'ai fait plein de trucs différents. Et jusqu'en 2009, où là, on m'a proposé de faire ce que nous, en interne, on appelle les VDLS, qui signifie les voitures de la semaine. Et là, j'entrais dans une nouvelle galaxie, c'est-à-dire que là, j'allais parler des voitures qui n'existaient pas encore. Et quand on m'a proposé ça, j'ai dit « t'es sûre ? Oui, je pense que tu peux le faire. Ok. » Et donc là encore, j'ai appris un nouveau métier, parce que moi, les voitures de tous les jours, et en plus, celles qui n'existent pas, je me suis dit, mais jamais je vais y arriver. Et là, j'ai eu la chance d'être pas mal aidée par mon collègue Bruno Thomas, qui m'a appris beaucoup de choses, et puis surtout par la confiance qu'on m'a accordée sur ce truc-là, parce que c'est une rubrique assez importante dans le journal. C'est une rubrique qui est très proche donc, de la rubrique des nouveautés dont je m'occupe aussi en alternance avec Stéphane Martin. On est tous les deux, on est le binôme sur les nouveautés et les voitures de la semaine. Et là, j'ai encore appris un nouveau métier. En gros, toi particulièrement, tu t'occupes du moment où les voitures sont officiellement présentées jusqu'au moment où elles arrivent en gros au service des essais, quoi. Ça va même un peu avant, c'est-à-dire qu'on s'occupe aussi de tout ce qui est voiture camouflée. C'est vrai. Donc nous, quand on voit des photos de voitures camouflées, alors maintenant il y a beaucoup de gens qui en prennent, mais à l'époque c'était que des chasseurs de scoop qui faisaient ça.
à qui on achetait des photos de voitures camouflées, et à nous de deviner. Je sais pas si tu as vu déjà une caisse camouflée, mais tu vois, à deviner, tiens, qu'est-ce que ça va être, etc. Ouais, des fois c'est chaud. Ouais. Donc, même oui, la marque, des fois, tu sais pas trop. Parfois même, c'est un peu difficile. Donc, bon, alors après, c'est vrai que au fur et à mesure, on apprend et on sait sur quoi travaillent les constructeurs, etc. Mais nous, on part vraiment de là. Et parfois même de avant la voiture camouflée, c'est-à-dire qu'on imagine qu'ils vont faire telle et telle voiture. Et on la suit effectivement jusqu'à ce qu'elle arrive aux essais, c'est-à-dire toute la partie, donc voiture camouflée. Ensuite, quand il y a le concept car par exemple, on va sur les salons. On allait sur les salons, puisque on va y revenir. Voilà. On allait sur les salons, on fait des photos avec les concept cars. Autoplus a créé une rubrique qui s'appelle À bord 2, qui maintenant existe un peu dans tous les médias. Mais à l'époque, c'était vraiment pour montrer que la voiture n'existait pas encore, mais nous, on pouvait la voir, monter dedans. Ça nous permettait d'avoir un premier jugement sur le style, etc. Donc les concept cars, la voiture quand elle est en pré-série ou un truc comme ça. Toutes les présentations statiques, c'est-à-dire vraiment quand la voiture ne roule pas encore. Et ensuite, le reste, c'est les essais qui s'en occupent. Moi, je n'essaye pas les voitures. C'est pas la peine de m'appeler pour me demander des conseils sur telle ou telle voiture. Je ne les essaye pas. Ça te manque ou... Non, je dis souvent que je fais un métier de blonde. J'essaye des voitures à l'arrêt. Et je trouve ça quand même pas mal. Non, je rigole. Non, franchement, ça me manque pas. Enfin, si, j'aimerais les conduire un petit peu plus, mais c'est pas mon truc, moi, conduire les voitures tous les jours. Moi, vraiment, les voitures de tous les jours, c'est vraiment un moyen de me déplacer. J'adore la voiture, j'adore conduire, mais c'est vraiment un moyen de me déplacer, surtout aujourd'hui où c'est quand même compliqué de se faire plaisir avec une voiture. Oui, surtout en région parisienne. C'est ça. Et dans Paris, maintenant, à la 30, moi, je comprends même pas. Mais quand j'étais convoyeur, j'ai eu la chance d'être convoyeur à la bonne époque, en fait. Ouais. Et là, je me suis vraiment éclatée. Parce que là, je conduisais tout. Et on allait souvent en Allemagne. Ouais. Donc, je me suis vraiment T'as vérifié quelques vitesses maxi. C'est ça. Et comme j'ai eu la chance de vivre cette période-là, c'est vrai que pour moi, aujourd'hui, ça il n'y a pas de frustration, quoi. Non, ça a un peu moins d'intérêt. Parce que je trouve ça moins amusant. C'est plus stressant, je trouve, de conduire aujourd'hui. Donc non. En revanche, si tu me dis, on va aller faire un tour sur un circuit... conduire une voiture sur un circuit, là, d'accord. Je suis pas pilote. Je veux bien faire un effort. Je sais pas piloter, mais c'est du vrai kiff, quoi. Mais sinon, non, franchement, la voiture de tous les jours, non. Paradoxalement, alors que c'est ce dont je parle toutes les semaines dans Autoplus. Mais j'aime les voitures, mais conduire, non, c'est trop compliqué. Alors j'ai une question d'Alexandre Lenoir, un confrère qu'on salue. Qu'y a-t-il vraiment dans la fameuse valise rouge qu'Agnès traîne avec elle depuis 30 ans? Alors, je suis pas sûr que ça fasse 30 ans d'ailleurs que tu traînes la valise. Pourquoi? Non, ça doit être plus récent. À mon avis, depuis 2009, quand j'ai commencé à faire cette rubrique. Mais du coup, ça vient d'où cette valise? Parce que toi, tu as vécu l'arrivée de la valise Autoplus, parce qu'elle n'était pas du tout dans les premiers numéros. Non, écoute, je pense... Alors, elle est arrivée avant moi quand même. C'est pas moi qui ai amené la valise rouge, je pense pas. Mais quand on a commencé à faire ces trucs de à bord 2, il fallait... en fait, le principe du à bord 2, c'était qu'il y ait un être humain, donc le journaliste qui y allait à l'époque, qui se mette à côté de la voiture, à l'intérieur de la voiture, pour plusieurs raisons. D'abord, pour donner une échelle, si c'était une grande voiture, une petite voiture, etc. À l'intérieur, pour qu'on se rende compte comment on était installé. Et dans le coffre, il fallait mettre un bagage. Et le code quand même couleur d'Autoplus, c'est quand même un peu le rouge. Donc du coup, il y a eu une valise rouge. Mais à mon avis, elle était déjà arrivée dans les essais. Alors au début, ça devait être des valises pas forcément rouges, mais très vite, il y a eu une valise rouge pour représenter en fait, c'était un gabarit quoi. Et c'est toujours la même, non. Oui, le modèle a changé, mais c'est toujours à peu près le même format. C'est toujours un format cabine en fait. Ouais. Et voilà, et donc moi c'est vrai que je fais rire tout le monde parce que je me trimballe toujours avec cette fameuse valise rouge. Et je confirme qu'à chaque fois qu'on fait un essai en présentation avec d'autres journalistes pour Autoplus et qu'on a la valise, tout le monde se moque de nous à chaque fois. C'est ça. Mais en règle générale, la mienne, Alexandre, je ne veux pas te décevoir, mais elle est vide. Oui, en général, effectivement, il n'y a pas grand-chose dedans. Alors Agnès, on parlait tout à l'heure des salons, tu as couvert à peu près tous les salons automobiles en Europe, en Amérique, en Asie. Oui. Est-ce que tu as un petit préféré? Alors, pour travailler, sans aucun doute, Genève et Los Angeles.
En fait, ce sont des salons, c'est assez petit en Ouais, surface. c'est vrai. Et du coup, tout est réuni, tout est rassemblé. Il faut savoir que quand on couvrait un salon, c'est quand même super fatigant. Mm. Parce que même les journées presse sont de moins en moins aussi des journées presse, il y a de plus en plus de monde. On court beaucoup, il se passe beaucoup de choses. Donc quand en plus on doit faire des kilomètres, comme c'était le cas au salon de Francfort, qui est pour moi le pire, parce que ça en fait, je sais pas combien de dizaines de kilomètres on faisait là-bas. Donc voilà, il y a vraiment une échelle humaine au salon de Genève et au salon de Los Angeles. Et le salon de Los Angeles, on a vraiment l'impression que c'est un salon de province. Ouais, c'est c'est vraiment, vrai. c'est vraiment sympa. Et puis bon, c'est pas moche comme endroit. Oui, voilà. c'est vrai qu'il y a pire endroit pour travailler. Voilà, c'est en novembre, mais il fait quand même toujours beau, Oui. donc c'est cool aussi. Bref. Après, non, c'est tout. J'ai eu la chance d'aller au salon à Shanghai, à Pékin, mais là c'est pareil, hein, c'est énorme. Ouais. C'est comme Francfort presque, donc c'est très compliqué. Noir de monde. Mais bruyantissime, Ouais. surtout. C'est tous les stands, il y a des musiques à fond. Enfin, c'est des musiques comme dans les boîtes de nuit, mais sauf que chaque stand a sa musique comme dans une boîte de nuit. Donc c'est des trucs, tu deviens dingue. Enfin moi, les fois où je l'ai fait, c'était comme ça. Détroit, c'est fantastique. Salon de Détroit, Ouais. alors ça, pareil, une ville morte, il n'y a rien, Oui. vide. Les rues, des avenues immenses. Enfin, moi je l'ai fait 2 fois, je crois. Des avenues immenses, il n'y a personne. Et puis ce petit salon génial avec une ambiance pareil, ça fait très salon de province, mais il n'y a rien de péjoratif, hein, au contraire, c'est que c'est petit, mais il y a tout qui réunit, les gens sont cool, on prend son temps, et c'est un beau salon en plus Détroit, et puis on est quand même dans le monde de l'automobile à Détroit, donc même s'il n'y a plus rien, mais c'est, voilà, non, ouais. C'est les petits salons en fait, ouais. Détroit, Genève et Los Angeles. Une autre question de Pierre Desjardins, la fin des salons automobiles, bénédiction ou malédiction ? Non, moi je trouve ça très triste en fait. Ouais. Parce que déjà nous pour travailler c'est quand même bien pratique puisque beaucoup de nouveautés sont réunies dans un même endroit. Ouais, tu gagnes du temps, c'est sûr. Voilà, donc ça c'est quand même pas mal. Et puis ce sont des rendez-vous dans l'année qui aussi conditionnent le travail des constructeurs parce que ils avaient une échéance donc pour sortir des nouveautés. Donc nous aussi, là c'est vraiment notre travail, ça nous permet de savoir à peu près quand vont arriver les voitures parce qu'on se dit tiens ça là ils vont peut-être la sortir pour le salon de Genève, tiens ça là ils vont peut-être la sortir au moment du mondial, tiens ça là ils vont la sortir au moment du salon de Francfort. C'était un peu conditionné par ces salons là, les nouveautés, donc ça c'était assez intéressant et pratique. Et puis pour le public, moi je me souviens que quand j'étais plus jeune, que j'étais encore à Pau, etc., aller au salon de Paris, tu vois, c'est pour quand t'es en province, quand moi je suis une provinciale, déjà tu montes à Paris. Tu montes à Paris, c'est une aventure, puis c'est génial d'aller dans un même endroit où tu vas avoir plein de bagnoles, il y a même des pistes d'essai, etc. Enfin, c'est un truc génial, quoi, quand t'as pas... Nous, on est baignés dedans, on voit des voitures tout le temps, les essayeurs les essayent tout le temps, etc. Mais toi, quand tu vas acheter une voiture, c'est un peu compliqué. Même si tu vas chez le concessionnaire, mais le concessionnaire, il va te tomber dessus, machin, tu vas te sentir obligé d'eux. Tandis que là, tu vas au salon, tu vois toutes les voitures, même si les jeunes, les personnes des stands vont un peu essayer de t'alpaguer, mais tu vas de l'un à l'autre et tu t'en fous, tu vois. Et puis tu peux les essayer, les voir de près, monter dedans. Enfin, moi, je trouve ça génial pour le public, quoi. Pour tout le monde, en fait. Ouais. Non, moi, je trouve que c'est dommage. C'est vrai qu'il y a un côté un peu ambivalent parce qu'à la fois, quand on y travaille, c'est que ce soit d'ailleurs quand on est exposant ou quand on est journaliste, c'est quand même physique, tu l'as dit. Ah ouais. Il fait chaud, il y a du monde, il y a beaucoup de choses à faire, c'est stressant. J'ai souvenir je faisais pas mal de sujets vidéo et t'as toujours quelqu'un qui passe dans le cadre, qui t'interrompt pendant que t'es en train de faire un plateau et tout, et ça te met dans une rage pas possible. Mais en même temps, ça m'a jamais aussi manqué que depuis qu'il y en a plus, quoi. Bah oui. De toute façon, c'est quand tu les as plus que tu te rends compte de l'intérêt des choses. Hein. Bah oui, et puis c'était comme tu dis, une fête, on se retrouvait tous aussi. Ouais, non, je trouve ça vraiment très très, très dommage. Et puis moi je crois pas du tout, alors je sais pas du tout comment va se passer le mondial, mais on parle de choses un peu éparpillées dans Paris, etc. Comme ce qu'ils ont fait à Munich. Voilà, moi j'y crois pas du tout, c'est-à-dire que les choses qui seront éparpillées dans Paris, ça sera pour les Parisiens. Ouais.
de l'arrondissement du coin qui iront peut-être faire un tour, et encore. Oui, parce que Parce les que Paris Parisiens, est la ils s'en voiture fichent au maintenant, secours. ouais. Mais moi, je suis paloise. Je monte à Paris, comme on disait tout à l'heure, pour aller au salon de l'auto, au mondial. Je vais certainement pas aller m'emmerder dans le métro. Je vais pas savoir où c'est, etc. Ouais, Moi, j'ai vu à Munich comment c'était. Effectivement, quand tu étais dans Munich, c'était sympa d'aller au salon. Mais entre la halle, le Messe de Munich, qui est quand même à l'extérieur de la ville, et le truc en plein cœur de la ville, tu fais pas les deux. Tu vas pas de l'un à l'autre. Non. Donc là, c'est pareil. Même si c'est à la porte de Versailles, les bâtiments, tu vas pas aller, je sais pas, à l'autre bout du 8e ou du 9e pour aller voir des voitures, j'en sais rien. Enfin, moi, j'y crois pas du tout à ce genre de choses. Et ça, je trouve ça très dommage. Il vaut mieux réunir les choses dans un même endroit, c'est plus simple pour tout le monde. Une dernière question de Pierre Desjardins, qui avait décidément beaucoup de questions. Un fan. Oui, tu sais bien. Quel aéroport détestes-tu le plus? Oui, parce qu'il faut préciser qu'effectivement, Agnès, comme tous les journalistes, passe ses journées, passait, mais un peu moins maintenant, mais passait ses journées dans les aéroports et dans les avions, parfois sur l'aller-retour sur la journée, souvent même, pour shooter des voitures à Munich par -10. C'est ça. Mais c'est vrai que parfois, les gens se disent « Ouais, les journalistes, ils se font inviter, machin. » Non, alors, je vais vous expliquer un truc. Donc, Agnès, on va présenter la voiture, machin, à Munich, tel jour. Ouais, ok, super. Bon, c'est un aller-retour dans la journée. Ok, donc le vol est à 7h, d'accord. Et on rentre par le dernier vol à 23h. Ah, ok, super, génial. Donc ça veut dire qu'il faut que je me lève à 4h du matin. Oui. Et qu'avec un peu de chance, je serai rentrée chez moi à 1h du matin. Ça fait des grosses journées. J'aurais vu donc des aéroports, de l'autoroute pour aller à l'aéroport, des aéroports. On m'aura mis dans une navette qui m'aura amené dans un studio photo où je n'aurais pas vu le jour. On va faire des photos avec une nouveauté, etc. De la vidéo. Tac, là, hop, rebelote la navette, l'aéroport. Alors bon, bien sûr, c'est donc souvent en Allemagne. Donc parfois, une petite bière quand même à l'aéroport à consommer avec modération. Non, je rigole, mais bon, voilà. Et on reprend l'avion, et on reprend la voiture, et on rentre à la maison. Et donc, il est 1h du mat'. Donc, c'est un peu chaud quand même. Et c'est vrai que je vais beaucoup en Allemagne. Donc ça, c'est une petite blague de mes confrères parce que je fais beaucoup d'allers-retours dans la journée en Allemagne. Et justement, Alexandre Lenard avait une question. Alors, je vais essayer de le dire avec l'accent qui va bien. Frankfurter Würstchen oder Leberkäse. Alors, j'ai regardé. Bon, les saucisses de Francfort, ça jouait très bien. Mais le Leberkäse, c'est un pain de viande typique du sud de l'Allemagne. Personnellement, je suis plus currywurst, mais... Exactement ce que j'allais dire, currywurst. Voilà, on est d'accord. Bon, les gastronomes sont au rendez-vous. Ah, mais il reste encore une question de Pierre Desjardins, décidément. Pierre, fan numéro 1, mais ça on le savait tous. Ouais. Penses-tu que ta carrière, elle est très intéressante celle-ci. Penses-tu que ta carrière aurait été différente si tu avais été un homme? Et si oui, en quoi aurait-elle été différente? Alors là, c'est une question très difficile parce que j'en sais rien. Ça peut être une réponse, j'en sais rien. Je pense pas que je sais pas si le fait que j'ai été une fille, je suis pas sûre que ce soit un avantage. C'est pas simple d'être une fille dans le milieu automobile. Alors moi je suis pas du tout féministe ni rien. Je veux pas d'avantage, je veux pas de ceci, cela, je veux pas de privilèges, non. Mais c'est vrai que pour être prise au sérieux, c'est quand même un peu compliqué. Ne serait-ce que, tu vois, quand j'étais jeune sur les circuits, c'était pas évident. Oui. Faut montrer que tu es là parce que c'est la course que tu viens voir, c'est pas autre chose. Ça, c'est compliqué. Je vois pas pourquoi il faudrait se donner une légitimité. Ouais. Et après, c'est vrai que dans le sport automobile, moi, je le ressens encore aujourd'hui. Pourtant, tu vois, je suis plus toute jeune. Mais dernière... je suis allée donc aux 24 heures du Mans, c'était au mois d'août l'année dernière. Évidemment, j'avais les passes qu'il faut, les accréditations qu'il faut, je bossais, donc voilà, j'étais en mission, j'étais là pour travailler, donc j'avais les badges qu'il faut. Et chaque fois que je me déplaçais au Mans, t'es contrôlé, ce qui est normal, t'as des contrôles partout, etc. Chaque fois, je me suis souvent déplacée avec des confrères masculins, qui avaient les mêmes passes que moi. C'est les passes, c'est les badges qu'on a devant. Avec des codes couleurs. Voilà, exactement. Et bien, à chaque fois, je suis la seule personne, admettons, on était 3-4 journalistes, sur les 3-4 qui se faisaient arrêter avec le mec qui me prend le badge et qui le regarde et qui le retourne. Pourquoi ? Ah, d'accord.
Pourquoi ? Parce que je suis une femme, justement, j'ai pas une légitimité à être à 3h du mat, à vouloir aller sur le bord de la piste ou un truc comme ça. Tu vois, c'est... Ouais, c'est bizarre. Ouais. Et puis bon, moi j'y vais pas en talons aiguilles et mini-jupe sur les circuits. Non, vaut mieux Moi, pas. moi je suis Surtout au Mans. en basket ou en godillo avec la parka, le machin, le jean, tu vois. Et ça, c'est un truc. Mais ça m'est arrivé sur tous les circuits où je suis allée. Chaque fois, on me contrôle le pass. Je vais passer au même endroit que des hommes journalistes avec le même pass et c'est le mien qu'on va contrôler. Et ça me rend dingue. Vraiment, ça me rend dingue parce que... Alors après, je suis désolée, les mecs, s'ils sont abrutis, c'est comme ça, mais pourquoi j'aurais pas... voilà. Dans l'inconscient collectif, une femme journaliste dans la presse auto et en plus dans le sport automobile, ça peut pas exister. Alors après, peut-être qu'il y en a qui le vivent pas comme moi, mais moi, je sais qu'à chaque fois, ça m'est arrivé et ça me rend dingue. Je supporte pas. Et je te dis, je suis pas féministe. Donc après, est-ce que ça a été un avantage pour moi d'être une Ou un femme inconvénient. à Auto Plus ? Non, égal. Franchement, je pense pas. Non, franchement, je pense pas. L'avantage que j'ai, c'est qu'on se souvient de moi, parce que souvent, quand on fait des présentations, Oui, il y a comme t'es la seule fille dans il y a un beaucoup groupe de de 20 garçons personnes. et je suis souvent les 3 quarts du temps la seule fille. Donc c'est vrai que ça, c'est plutôt sympa, parce que du coup, on se souvient de mon prénom, et voilà. Et puis, on se souvient de moi, et ça, c'est un côté pratique. Mais sinon, non. Alors, je termine ces podcasts habituellement par 4 questions rituelles. Tu es prête ? Est-ce que tu fréquentes les sites d'annonces automobiles ? Non. Du tout. Non. Bon, déjà, ça élimine la première question. Je t'aurais demandé quelle était ta dernière recherche, mais du coup, il n'y a pas de dernière recherche, ou alors c'était il y a longtemps. Ouais. Ton meilleur souvenir de road trip ? Quel est-il ? New York. Ah ouais. New York avec la Twingo, je pense. Ouais, non, qu'est-ce que j'ai fait ? Est-ce qu'on peut vraiment appeler ça un road trip ? Non, ça n'était pas... C'est un voyage avec une voiture, ouais. Mais elle était dans ta valise. Oui, c'est sûr. Qu'est-ce que j'ai fait ? Non. T'es pas branché road trip ? Non, franchement, non. New York en Twingo, alors. Ouais. Non, mais j'ai fait des trucs vachement sympas grâce à mon métier. J'en ai fait plein. Mais c'est pas vraiment des road trips, quoi. Non, je réfléchis, non. Question suivante. Ton garage idéal. T'as droit à 4 voitures sans limite de budget. Déjà, est-ce que tu vas en trouver 4 ? Alors... Puisque tu me dis que t'es pas une grande passionnée. Alors, vas-y. Surprends-moi. Alors là, je pense que je vais faire évanouir tout le monde. Citroën C4 Cactus. Attention, la première. Celle avec les air bumps, etc. La première qui est sortie. Ouais. Écoute, il se trouve que cette voiture, pareil, je l'ai vue la première fois sous la forme d'un concept en studio. Et quand je l'ai vue, je me suis dit, mais j'adore. C'était toi alors ? Mais j'ai adoré, voilà, c'était moi. J'ai adoré cette voiture. Parce qu'elle représentait la coolitude. Je lui disais, voilà, moi, quand je serai vieille, j'irai m'installer à Biarritz et je mettrai ma planche de surf sur le toit de cette voiture et voilà, et j'irai me balader. Tu vois, elle a suscité ça en moi, cette voiture. Pourtant, j'en vois des bagnoles, mais je ne sais pas pourquoi. Bon, évidemment, tout le monde se moque de moi, mais... Et alors, attends, avec quand même... Celle que je veux, moi, c'est celle, évidemment, avec les sièges en velours, la banquette. Ouais. Ce qui signifie d'avoir la boîte, la première, la boîte pourrie, voilà. La BMP, là. Et si un jour j'en ai une, ça sera celle avec la BMP, la boîte pourrie. Parce que je veux la banquette à l'avant. Donc tu vois, les trucs un peu... Voilà. La banquette qui n'en est pas vraiment une en plus. Parce que l'assise du milieu ne servait à rien. Absolument. Mais c'est ce côté, je suis dans le canapé. À l'américaine, j'adore. Donc ça, voilà, ça c'est le truc un peu toc-toc. Ensuite, j'ai un petit problème, c'est que moi j'aime beaucoup les voitures avec des phares ronds. Ouais. Ma première voiture à moi que je me suis achetée, c'était une Polo Coach. Une très vieille, tu vois, de petits breaks là. Phare rond. Ouais. Deuxième voiture, Twingo 1. Ouais. Troisième voiture, mince, il n'y a plus de phare rond, qu'est-ce que je vais acheter ? Fiat 500. Donc, aujourd'hui, si je devais acheter une voiture et si j'avais les moyens, ça serait une Honda i.
Ah ouais? Bah oui, parce que d'abord, des phares ronds, Bah oui. extrêmement mignonne. Qu'est-ce qu'elle est belle, ouais. Le gabarit que j'aime, Ouais. parce que moi, évidemment, malheureusement, je vis en région parisienne et que, voilà, je veux juste une petite voiture. Mhm. Ça braque super bien en plus. En plus, donc Honda i, franchement, ça, si j'avais les moyens et si j'avais des prises et si j'avais tout ça, ça serait une Honda i parce que ça ressemble beaucoup de choses que je recherche dans une voiture. Et après, le truc de dingue, ça serait T'as droit à encore 2 voitures, hein, si alors, tu veux. une très vieille. Alors, je sais pas si on en trouve ni rien, mais moi, j'aime pas les sportives. C'est dingue, hein, c'est pas mon truc. Mais il y a une voiture que, pareil, j'avais vue quand je devais avoir 16-17 ans. C'est la Ferrari 400i. Ouais. Et cette voiture, je trouve. La alors, mal moi, aimée. moi, je n'aime pas les Ferrari. Et ça, je trouvais que c'était le sommet de Mais l'élégance. c'est peut-être parce que c'est celle que les ferraristes n'aiment pas. Exactement. Parce que c'est très élégant, c'est moins sportif, c'est moins. Voilà. Et notamment la Ferrari 400i bleu marine. Avec l'intérieur, comment on pourrait dire, cognac, tu vois. Enfin, voilà. Ouais, Havane un peu. Tu vois, voilà. Donc c'est quand même assez précis comme truc. Mais je sais pas si ça roule encore, ce genre de truc. Et sinon, voiture rêver. Alors je sais que il y a une caisse que j'aime vraiment beaucoup. Alors, je te dis juste avant que j'aime pas les sportives, n'importe quoi. Là pareil, c'est des coups de cœur. C'est l'Audi R8. L'Audi R8, Ouais. ça c'est un truc, voilà. Moi en fait ce que j'aime La bien, première ou la deuxième? alors la première. Ouais. Moi, ce que j'aime bien, c'est quand il n'y a pas un côté ostentatoire. Tu vois, il y a le côté. Tu vois, j'aime bien aussi les breaks Audi, mais qui ont je ne sais combien de Ouais, chevaux. RS4, RS6. Voilà, quoi. tu vois, j'aime bien ce côté. J'ai pas l'air comme ça. Un peu slipper. J'ai pas l'air comme ça, mais j'aime bien. Et un peu la même manière. Mais bon, là, il y a un côté. Oui, la R8, ça passe pas inaperçu. Voilà, mais je trouve ça sublime. Ou encore, tu vois, une Aston Martin. Parce qu'une Aston Martin, tu roules, alors laquelle me demande pas, mais c'est le principe de l'Aston Martin, c'est que c'est une voiture, bon, surtout les anciennes, hein, mais même dans les récentes, qui est quand même assez belle. Oui, Tu roules. plus cassé même. Tu roules normalement, ça fait pas forcément du bruit. Et tu as envie d'envoyer, et là tu as un son, une musique. Oh, j'ai eu la chance de faire un sujet une fois avec Paul Belmondo, justement. On faisait les plus belles voitures du monde, et on était allé chez Aston Martin en Angleterre, et on a roulé donc, sur les routes anglaises avec l'Aston qu'on avait. Et ce côté, je roule normalement, fait pas de bruit, et j'envoie, et là il y a une musique qui sort de dingue, ça j'adore. J'aime bien ce côté un peu caché, tu vois. Du truc foufou. Voilà, mais sinon, ouais, c'est. Voilà. Je sais que j'ai encore des gens qui vont se plaindre parce qu'il y a, je sais pas combien de voitures tu as citées là, mais plus que 4. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Rouspétez si vous voulez. Je vous connais de toute manière, donc voilà. Dernière question, et potentiellement la plus dure. Si tu ne devais conduire qu'une seule voiture jusqu'à la fin de tes jours, qu'est-ce que ça serait? Ouais, c'est dur. C'est dur, ça. hein. Ouais. Elle est un peu perverse, j'aime bien celle-là. Parce que est-ce que tu te dis, Mais est-ce que, alors, j'y déjà, vais à fond, je prends vraiment la voiture la plus folle et tant pis si je me casse les fesses dedans ou quoi. ouais, c'est ça. Ou Est-ce est-ce qu'il que faut j'essaie de trouver le truc qui fait un peu Non, tout? mais est-ce que tu sais, moi j'ai la piqûre Auto Plus quand même. Donc est-ce que je raisonne en coût, en fiabilité, en etc., en raisonnable, en machin? Bah oui. Parce que si jusqu'à la fin de ma vie, alors je sais pas, ça peut être demain la fin de ma vie, mais ça peut être aussi dans 30 ans, donc Oui. voilà. On te le souhaite en tout cas. Voilà, mais bon, s'évanouir. Hein. Mais je pense que ça serait ces 4 cactus. Hein. Non, mais je suis. D'accord. Voilà. Ok. Non mais écoute, moi je ne juge pas. Hein. Je suis pas du tout dans le jugement. Confortable, hein, le canapé devant là, confortable. Ouais, tu les vois. suspensions à butée hydraulique progressive. Tu vois. Trop bien. Non, c'est 4 cactus. Mais la première, hein, pas l'autre, hein, pas celle qui s'appelle pas comme ça d'ailleurs. C'est Oui, 4, oui. ouais, non, la vraie. Eh ben Agnès, merci. J'étais très bavarde, hein. 2 heures. Non, 1h30. 1h20. Là, j'ai 1h20 là. Et d'habitude pareil. Oh, non, ouais, c'est en train de, en fait, c'est marrant parce qu'au départ j'étais plutôt parti sur des formats d'1 heure et puis souvent en fait je me rends compte que voilà, on a des Et choses- tu recoupes pas après? Ça dépend. Ouais. Ça d'accord. dépend. Ok. Ça dépend. Où est-ce qu'on te retrouve sur les réseaux sociaux? Alors moi j'ai Instagram. Instagram. Ouais. Je Twitter suis- un petit peu. Alors je tweete principalement pendant les week-ends de Grand Prix. Ouais.
Alors, je tweete, c'est Agnès Lasbarère qui tweete, c'est pas Agnès Lasbarère d'Auto Plus, attention. D'accord. Parce que comme je dis toujours, ça n'engage que moi, parce que je suis assez cash. C'est impulsive. Mais c'est vrai que j'aime bien commenter, entre guillemets, Oui. les Grands Prix de Formule 1, enfin donner mon ressenti des Grands Prix de Formule 1 en live. Ça peut être aussi les qualifs, hein, mais je trouve ça assez sympa. Moi qui regarde un Grand Prix, c'est quand même un truc de dingue, parce que j'ai ma télé. J'ai mon iPad avec l'appli Canal, bien sûr, MyCanal, avec toutes les infos, tu sais où tu peux. En fait, non, tu sais pas parce que tu regardes pas. Tu peux avoir soit toutes les classements, tu choisis, tu sais, en fait, ton truc, tu peux avoir des cams embarqués, en fait, tu choisis ton truc. Donc, en fait, c'est un peu les datas que tu as sur ton iPad. J'ai mon petit carnet que je remplis avec mon stylo 4 couleurs chaque Grand Prix, c'est-à-dire que je note tout ce qui se passe pendant le Grand Prix. Oui, non, mais je suis bien atteinte. Voilà. Et voilà. Et je hurle. Et quand il y a eu la victoire de Pierre Gasly, mais j'étais debout. Je hurlais. Ma fille qui était dans sa chambre est arrivée en se demandant ce qui se passait. Et j'avais ma montre Apple qui prend les rythmes cardiaques. Et j'ai le cœur qui est monté, mais je ne sais plus à combien, à plus de 120, 130, 150, je ne sais plus combien. Ce fameux dernier tour, la victoire de Gasly. Donc je suis quand même bien atteinte. Mais voilà. Mais donc oui, c'est Facebook, Twitter, donc principalement pour les Grands Prix, et puis Instagram. Instagram, il y a un peu de tout, mais c'est vrai que quand je regarde, je me dis, ah oui, il y a un peu des voitures quand même. Voilà. Bon, je mettrai les liens vers ces comptes-là dans la description de l'épisode. Et puis Agnès, je te remercie infiniment. Bah, merci à toi, je suis très flattée. Faut pas, vraiment faut pas. La preuve après, j'invite Pierre Desjardins. Donc tu vois, c'est vraiment pour dire, j'invite vraiment n'importe qui sur ce podcast. Non mais je vais lui poser plein de questions. Hein. J'espère bien. Merci Agnès, à la prochaine. Merci à toi Vincent, merci. Salut. Bravo. Et voilà, merci d'avoir écouté ce 39e épisode d'Histoire d'Auto. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas et si vous découvrez ce podcast, bienvenue d'abord. Et puis ensuite, n'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes de podcasting et sur YouTube. Laissez un commentaire aussi, 5 étoiles, un pouce bleu, ça aide aussi à faire remonter ce podcast dans les algorithmes, n'est-ce pas, de l'internet. Vous pouvez retrouver Histoire d'Auto sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram. N'hésitez pas à me suivre là aussi. Si vous voulez me contacter, histoiredauto au pluriel @gmail.com. Enfin, n'oubliez pas, Histoire d'Auto, c'est un épisode tous les 1er et 15 du mois. À bientôt et bonne route.